Superman, un Diavolo Jack Daniel, s'il vous plaît. Oh, Alex Merlin. J'adore. Excusez-moi monsieur, c'est un club privé ici. C'est Vous vrai. faites partie du club? Oui, je fais partie du club. D'accord, lequel club? Le club des fans de Harley XLCR 1000. D'accord. Alors, ce que je vous propose, comme vous n'êtes pas membre du club, Ouais. je ne peux pas vous servir à boire. Et D'accord. puis votre tête ne me revient pas, je ne vous servirai pas à boire. D'accord. Par contre, si vous voulez qu'on parle du XLCR, je pourrais être votre homme. Allons parler de bécane. On va parler de bécane? On va parler de Ok. bécane. Bon, bah. En plus, regarde, il n'y a même pas de bière, je peux rien vous servir. Bon, allez, on va parler moto. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomag. Nous sommes ici chez Harley-Davidson Bory à Villiers-sur-Marne dans le 94. C'est une concession assez incroyable parce qu'en fait déjà c'est la plus vieille enseigne Harley-Davidson de France et ils ont une collection de motos à l'étage que je vous invite à venir voir. C'est absolument sidérant. Il y a des motos, enfin Fred tu feras un petit passage dans la collection tout à l'heure. C'est juste magique. On est avec Axel Mellerin. Alors certains l'appellent Alex Merlin dans les commentaires YouTube. Je veux bien que ce soit du correcteur d'orthographe, mais quand même. Alors, les dyslexiques, la prochaine fois, je vous mets une fessée je vous Sur le préviens. cul. Voilà. Axel Mellerin. Et Ouais. donc Alex Merlin, on est là, frérot, Allez, ok. on est là pour évoquer le cas de la XLCR 1000 de 77. En fait, il ne vous a pas échappé. Harley-Davidson est dans une phase de transformation. En ce moment, on a fait tous les deux une vidéo sur la Pan America, qui est un super bon travail. Je vous invite à aller la voir. Mais figurez-vous qu'en 1977, Harley-Davidson défraie déjà la chronique avec cette moto qui ne ressemble à rien de connu chez Harley. Axel, qu'est-ce que tu veux nous en dire? Eh ben, écoute, oui. Alors, il faut savoir que cette moto, pourquoi elle est arrivée sur le marché, c'est qu'en 77, les Japonais commençaient vraiment à s'être installés sur le marché américain. Donc, c'était la grande époque des 4 cylindres japonais que les Américains s'empressaient en mettant des carénages et tout. Donc, Willie G. Davidson, qui était le designer à l'époque de Harley, s'est dit bon, entre ça. Les japonaises qui arrivent et le déclin des européennes, les Norton, les Triumph et tout, il y a peut-être un créneau à prendre pour donner un second souffle à la marque. D'où le fameux XLCR, CR pour Café Racer. Voilà pourquoi cette moto est née en 77. Et donc c'est le premier café racer de série de l'histoire de Harley-Davidson, un des premiers cafés racers du marché en fait, en vrai. Ouais, exactement. Ouais. Elle est totalement novatrice. C'est la première Harley-Davidson avec 3 freins à disque. C'est la première Harley-Davidson avec des roues à bâton. Exactement. C'est la plus puissante Harley de la gamme. Elle fait 68 chevaux. Ouais, Tu me corriges si je me exact. trompe. Alors 68 que chevaux. les autres modèles de la gamme XL, parce qu'il y avait évidemment les Sportster XL normaux, faisaient que 61 chevaux. Voilà. Pourquoi 68 ? Première Harley-Davidson avec un carburateur japonais, un Keihin, Ouais. et ce fameux échappement dont je reparlerai plus tard, qu'ils appelaient ça le Siamese Exhaust, Ouais. l'échappement siamois, c'est pour ça Ouais. qu'elle faisait 68 chevaux. Voilà. Et donc, elle se veut sportive. En termes d'ergonomie, on est sur une moto. Moi, j'ai eu la chance de l'essayer. D'ailleurs, grâce à Harley Bory, qui me l'a remise en route il y a quelques années, j'ai eu la chance de rouler un peu dessus et de lui faire passer la barre des 3000 miles au compteur. C'est une moto qui est quasiment neuve. C'est quand même particulier. Maintenant, on se remet dans le contexte de l'époque. C'est une moto qui est pas si lourde que ça. Pour une Harley, elle fait quoi, 255 kg, un truc comme Ouais, ça? alors elle était environ 15-20 kilos plus lourde que les 1000 et 1100 Ouais. japonaises, Ouais. ce qui était raisonnable. Ce qui était raisonnable. Mais elle était surtout très fine, très compacte. Et c'est vrai, quand on est dessus, on a quasiment les genoux qui se touchent. Vous voyez, le réservoir est très fin. On Exact. a ce guidon un petit peu façon café racer, un guidon plat et assez bas. Et on a vraiment cette sensation d'être sur une moto assez sportive. Évidemment, un gros bicylindre à l'époque, ça a du caractère, donc ça vibre, ça grogne, ça fait une sonorité qui est absolument réjouissante. Mais à rouler, on va dire les choses clairement, ça a beaucoup de caractère, mais ça n'est pas une vraie menace pour les motos japonaises. Non, parce que c'est une moto qui a beaucoup d'inertie. Déjà, la géométrie de la machine, on a une roue avant en 19 pouces. Les jantes à bâton dont tu faisais référence étaient fabriquées par Morris. C'était un fabricant américain de jantes racing. Mais dans racing, le mot était un peu usurpé parce que c'est des jantes qui sont extrêmement lourdes. J'ai personnellement restauré une moto comme ça, donc je peux vous dire que voilà, c'est une moto qui est lourde, qui a beaucoup d'inertie, qui a une direction assez pesante. Et c'est vrai que par rapport aux japonaises, c'était clairement moins bien à rouler. Voilà. Voilà. Par contre, je parlais du caractère, on a vraiment des sensations assez incroyables. On a une boîte de vitesse à 4 rapports, les 3 premiers sont assez courts. Ensuite, il y a un trou galactique entre la 3e et la 4e. Exact. Ensuite, ça allonge vraiment bien. Alors moi, je suis assez fasciné de relire la presse de l'époque. J'imagine d'ailleurs que si Motomag avait existé en 77, Motomag existait en 77. Non. Ils auraient 77, dit, c'est complètement con, on peut pas mettre un top case non. Et pas un antivol sous la avec des selle. manchons, c'est un peu moche, et puis c'est
trop cher. Voilà, ils auraient sûrement dit ça. N'empêche qu'à l'époque, on se replonge dans un motojournal, par exemple, 345 de début 78, fait l'essai de cette moto. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, en fait, une moto était vue principalement sous l'angle de la performance. C'est-à-dire que les mecs te disent, nous, on roulait à fond pendant tout l'essai, c'était rigolo. Et en fait, ça vibre tellement que tu te dis, mais comment ils faisaient pour dépasser 150 et rester en vitesse stabilisée? C'est vraiment un vibreur. En fait, le problème de ce moteur, c'est qu'il est tout sauf sportif. D'abord, il a une particularité, outre le fait d'être le fameux V à 45 degrés, c'est ce qu'on appelle vulgairement dans le jargon des airlistes un mille fonte, c'est-à-dire que c'est un moteur avec cylindre et culasse en fonte. Il faut se rappeler qu'en 77, déjà, les Japonais étaient sur du tout aluminium. Donc, c'est un moteur qui était tout en fonte, qui était lourd, longue course, donc qui ne prend pas de tours. Et comme tout le monde voulait rouler vite, les gens prenaient des tours, donc il était utilisé contre nature. Il faisait finalement que 68 chevaux américain, donc 68 chevaux SAE probablement, donc ça nous fait un 52-53 chevaux à la roue arrière. Voilà, plus boîte 4. Tous les Japonais étaient en boîte 5, même les Anglaises d'ailleurs à l'époque. Donc effectivement, on utilisait un peu à contresens une moto parce que, comme on dit, elle en avait l'air mais pas la chanson. Parce que quand on la voit, c'est une fusée. Et quand on roule avec, ça reste une Harley des années 70. C'est tellement bien dit, monsieur Merlin. Je vous en prie. Voilà. Il y avait d'autres particularités. En fait, les clignotants, pour qu'ils fonctionnent, il fallait garder le doigt sur le bouton. Donc c'est un peu particulier en ville. Le témoin de phare était rouge. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y avait pas de témoin de poids mort. Exact. C'était quand même un peu Shadok. Ouais. Voilà. Et elle était monoplace. Axel, tu nous dis qu'en 78, ils ont fait une option kit biplace. Alors en 77, elle était comme ça. Donc c'est l'année de production. Ensuite, 78, bon, j'ai pas les chiffres, mais c'est avec les morceaux, entre guillemets, de stock qui restaient. Et ils ont fait une version biplace parce qu'évidemment, les gens disaient, bon, elle est sympa votre moto, mais je peux emmener personne. Donc elle est jolie comme ça, mais il faut savoir qu'à l'époque, à partir du millésime 78, on pouvait avoir une version biplace, ce qui était pas très jolie d'ailleurs. Toi, Axel, t'en as eu une, t'en as restauré une. Ouais, exact. Au niveau technique, il paraît qu'il y avait une petite faiblesse sur la boîte de vitesse, sur le pignon de quatrième. Il y avait des petites faiblesses apparemment sur la lubrification. Oui. Mais c'est peut-être aussi pour l'usage, à cause de l'usage européen. C'est-à-dire que les mecs roulaient trop vite par rapport à la vocation, à la technologie de la moto. Alors c'était plutôt des défauts de conception. D'ailleurs, moi j'en ai restauré une. Vous voyez les photos qui défilent. J'avais fait des photos du début à la fin de la restauration. La boîte, pour être franc, j'avais viré la boîte Harley. J'avais acheté des pignons de chez Andrews, déjà pour réétalonner et pour renforcer. Donc effectivement, la boîte avait une faiblesse. Pourquoi ? Parce que le couple assez important de la machine, la largeur des pignons et le traitement de surface faisait que le pignon de quatrième souvent sautait. Et en ce qui concerne la lubrification, la pompe à huile, c'est propre à tous ces moteurs. Même les Sportster Evo des années 90 et 2000 avaient ce problème, parce que c'est une pompe à huile qui est séparée du moteur, qui est entraînée avec un engrenage, et cet engrenage, il est claveté, et souvent la clavette cassait quand l'huile était froide et épaisse, et du coup, le pignon tournait, mais plus la pompe, et les moteurs serraient. Donc c'est un défaut de conception qui est resté très longtemps sur les carters de Sportster. Voilà. Toi, tu as beaucoup roulé avec la moto que tu as restaurée ? Alors, j'ai pas beaucoup roulé parce que j'avais plusieurs motos. En plus, je vais être franc avec vous. Mais tu as toujours eu plusieurs motos ? Ouais, j'ai toujours plusieurs motos. Ouais. Mais en fait, c'est une moto que j'ai achetée parce que je la trouve magnifique, elle est originale, mais pour être franc, quand je vois le temps que j'y ai passé, et un peu d'argent aussi, on va pas se mentir, quand j'ai roulé avec, j'ai été hyper déçu, quoi. J'ai dit, oh là là, à l'époque, j'avais aussi des gusillements, tu vois, donc c'est une moto qui est sympa, qui est jolie pour aller à Paris boire un coup, mais à rouler, franchement, c'est une tannée, quoi. En plus, c'est un moteur qui chauffe énormément, comme il est tout fonte. C'est une friteuse de trucs, tu vois, donc tu as des bouffées de chaleur, et voilà quoi. Donc honnêtement, elle a fait tous les magazines Harley de l'époque, Freeway machin, parce que c'était la première XLCR restaurée, mais à rouler, j'étais un peu déçu, donc je l'ai vendue à un vrai passionné qui collectionnait les Harley d'ailleurs. Voilà. Elle a laissé une trace dans l'histoire, parce qu'un an après, Kawasaki sort une moto qui est mythique, qui s'appelle la Z1R. Ça mérite d'ailleurs qu'on y consacre aussi un apéro. Ouais, et la Z1R avait ce réservoir que les fans américains appelaient un peu en forme de cercueil, c'est-à-dire un truc un petit peu long comme ça, coffin tank. Et elle a, en termes de design, finalement inspiré des motos japonaises. Les Japonais ont copié finalement cette machine. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais cette machine, elle était révolutionnaire quand même. Déjà, je vous invite à regarder les images de la gamme Sportster en 77. C'est pas juste un habillage. Tout le châssis à l'arrière, là, tout a été modifié, le bras oscillant et tout, qu'on retrouve après sur les modèles Evo. Il y a eu un vrai travail d'engineering pour lui donner une tenue de route, un look assez exceptionnel. Donc c'est quand même une machine. Après, elle a plusieurs raisons, parce qu'elle a fait un four commercial.
tu dois avoir tes raisons. Oui. Et moi, je rajouterais Alors moi, je vais certaines vous petites donner les anecdotes. chiffres parce que j'ai les chiffres. En fait, cette moto a été produite à 3133 exemplaires. C'est peu, 3133 unités. Elle n'était construite qu'en 77 et après, ils écoulent les stocks. En termes de vente, en 1977, ils en vendent 1923. En 78, 1201. Et en 79, il y avait 9 motos qui restaient chez les concessionnaires. Elles sont parties cette année-là. La rumeur dit qu'en fait, ça finissait un peu à la braderie sauvage à 50%. Ouais, c'est ça, ouais. Du prix de vente. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, comme beaucoup de motos qui n'ont pas forcément trouvé leur succès, leur public à l'époque, c'est une moto culte. C'est-à-dire qu'une belle XLCR aujourd'hui, ça vaut entre 15 et 20 000 euros. Ouais, et je pense que tu es Un un peu peu plus. pessimiste. Ouais. Ouais. Ouais, je D'accord, pense qu'on est plus sur 25-30. Ah oui, carrément. Ouais, bien Moi, sûr. j'étais resté sur un bon 20 000 pour une moto magnifique comme celle-ci. Moi, je pense qu'on est à plus que ça. Enfin, après, c'est toujours pareil. C'est ce que la personne qui en a envie veut donner. Après, à l'époque, je rebondis sur tes chiffres, c'est un vrai four commercial. Oui. Parce qu'en tout, 3000 et quelques motos sur 3 ans, c'est... Alors, j'ai les raisons. Il y a 3 raisons essentielles pour lesquelles cette moto a fait un four, qui sont assez particulières. La première, c'est qu'ils l'ont faite toute noire. Et comme ils voulaient associer cette moto à l'héritage racing de Harley, il faut savoir que toutes les Harley Racing étaient orange. Oui. Les Il y en a derrière, on va KRTT, les montrer, XRTT. ouais. D'ailleurs, vous voyez, là, il y a quelques motos. Donc déjà, les gens, ils ont dit, attends, ils essayent de faire parler la XLCR comme étant un héritage racing. La moto est toute noire. Ça a été un premier problème. Le deuxième, c'est qu'évidemment, la clientèle Harley, les mecs avec les fameux fouets de couillon, je les ramènerai, ceux-là, ils ont vu ce truc-là, ils ont dit, ouais, qu'est-ce que c'est et tout. Donc, la clientèle Harley, elle a boudé. Et la pire, celle qui était visée, c'était la clientèle américaine qui roulait sur des sportives japonaises et européennes. Ouais. Et bien eux aussi l'ont boudé. Pourquoi? Les Européens, ceux qui roulaient en européenne, par pur snobisme, à l'époque, les mecs roulaient en Triumph ou Norton ou BSA, c'était plus noble que de rouler sur ce qu'on appelle une domestic bike. Voilà. Et les mecs qui roulaient en japonaise étaient déjà, ils avaient déjà une vraie notion de performance. Donc en fait, ces 3 trucs conjugués font que dans les concessions, il y avait un gros point d'interrogation. Voilà. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est une moto qui est magnifique. Encore une fois, elle a marqué l'histoire, elle a posé un jalon. C'était une espèce de révolution dans la continuité, dans la gamme de Harley-Davidson. On sait qu'Harley-Davidson est en train de se réinventer. On voit la Panamerica, on sait qu'il y a un moteur 1250. Est-ce que vous auriez envie d'avoir une réinterprétation moderne d'un café racer tel que les XLCR avec ce moteur 1250? Dites-le nous en commentaire. Est-ce que cette moto, vous la kiffez? Est-ce que vous voulez l'acheter? Dites-nous en commentaire. Merci Axel, c'était top. Merci. Voilà, je t'en prie. Et voilà. XLCR 1000, 1977. Une super bécane. Plus à regarder qu'à rouler. Voilà. Bisous sur le casque. Merci encore à Boris Harley de nous avoir accueillis pour parler de cette moto. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube de Motomag. Et n'oubliez pas, Motomagazine en kiosque, car c'est en achetant la presse que nous, on peut se permettre de vous offrir tout ça. Voilà. Merci Fred pour le cadrage. Je profite de cette vidéo que nous venons de faire avec Philippe sur le XLCR pour vous présenter officiellement les fameux fouets de couillon. Si vous regardez la vidéo d'essai, débrief essai qu'on a fait de la Panamerica avec Phil, j'en ai parlé et on a vu énormément de commentaires, puis ça fait rire les gens. Alors officiellement, voilà ce que c'est que le fouet de couillon, vous voyez? C'est comme ça, c'est lanière en cuir et tout, c'est assez sympa. Alors, et quand tu roules? Et quand tu roules, ça fouette. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter le fameux fouet de couillon. Ça a plein d'usages, hein. Ça fait ça, il paraît que ça évite aux moustiques de coller au truc et tout. Ah oui. Et si vous êtes un peu sadomaso... Par contre, ça ne va pas sur une Panamerica ni sur non, une non, XLCR. attention, hein. Attention. Le fouet de couillon ne supporte pas l'à peu près. D'accord? Uniquement sur des engins custom. Jamais sur un XL. Surtout pas sur un XLCR, on est bien d'accord. Voilà. Donc voilà. Si on en trouve d'autres, on continuera les petites émissions sur les fameux fouets de couillon. De partout. Allez, balle de match. Ah, c'est pour moi. Ah, c'est pour moi. Non, c'est pas pour toi. Ah, mais tu triches. Pas du tout, tu l'avais Mais si, en tordant la barre, je l'avais. Voilà. Il est fort en moto, mais au baby, il a trouvé 100 mètres. Ouais, c'est vrai.